Alors, il y a quelques petits rendez-vous dans cette fin de journée. Il devait y avoir 2 tables rondes. On va peut-être en faire une seule avec tout le monde, parce qu'apparemment, il y a des intervenants qui ont un petit peu disparu. Donc voilà, on va s'adapter. Il y aura ensuite un regard académique qui vous sera proposé par Valérie Swan, qui est ici au premier rang et qui est professeure à la Louvain School of Management. Et puis on terminera comme prévu avec la touche slam de Paola Adorno. Alors on va démarrer tout de suite avec la table ronde qui va réunir des jeunes de Corporate Regeneration dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ils vont challenger des représentants d'organisations qui ont été accompagnés dans l'établissement de leur feuille de route de développement durable. Alors, je vais accueillir en vrac tous ceux qui sont là. Thibaut Fretteur du pôle hospitalier Jolimont, enfin, et Laura, si j'ai bien compris ce qui s'est dit tout à l'heure dans la vidéo, il n'est pas là. Ruth Osterhoff, il est là? Ah, pardon, bienvenue Thibaut. Voilà, alors je ne sais pas si Ruth Osterhoff est là pour l'administration. Ah, mais tout le monde est là, en fait. Ah, ben alors, on va faire comme prévu. On me disait que ce n'était pas le cas, mais tout va bien. Installez-vous. Thomas Dupont et Margot Réal pour Corporate Regeneration. Voilà, on va tous pouvoir prendre place, c'est merveilleux. Donc, on va faire 2 petites tables rondes d'1 quart d'heure. Alors, comme on avait décidé au départ, mettez-vous de façon confortable. Et alors, ce qui est peut-être bien, c'est de commencer... avec vous, Ruth et Thibaut, et peut-être dire en quelques mots où vous en êtes dans votre démarche justement de développement durable. Donc voilà, je représente la commune d'Oé, et donc on a répondu à l'appel à projet pour les objectifs de développement durable en 2021, et on a validé la feuille de route cette année en conseil communal. Donc, pour l'instant, on va dire que on est encore, on lance petit à petit la feuille de route pour la faire connaître aux citoyens, ce qui est déjà un premier pas. Donc, on a fait connaître la feuille de route lors de l'accueil des nouveaux arrivants. Et aussi, on va l'intégrer prochainement dans le bulletin communal et apposer les logos à chaque article des ODD. Donc voilà. Voilà, parfait. Thibaut. Alors nous, on est de l'édition 2022. Alors en 2022, ça a été aussi une année où il y a eu 2 éléments supplémentaires. Le premier, c'est que parallèlement au coaching, il y a un comité durabilité qui s'est formé au sein du conseil d'administration avec 3 administratrices externes et 3 administratrices internes. Et on a eu en plus cette année-là nos fiançailles avec le CHU Ambroise Paré. Et donc, on a fusionné cet été pour former les CHU et l'EURA. Et donc, on a fait l'ensemble du coaching et on a fait une feuille de route, mais cette feuille de route ne peut pas être validée parce qu'on n'a plus de conseil d'administration pôle hospitalier Jolimont. Ça n'existe plus. Donc, maintenant qu'on est marié avec Ambroise Paré, il s'agirait au sein des LEURA de pouvoir établir une stratégie tous ensemble. Alors, c'est pas pour ça qu'on n'a rien fait, puisqu'on a décidé en fait d'une feuille d'action pour 2023 avec quelques actions prioritaires, quelques indicateurs à suivre. Et donc, en se disant, on ne va pas attendre de commencer les discussions, etc. Et on prévoit, dans le cadre de 2024, là, d'avoir vraiment une feuille de route pour les CHU et l'EURA, avec en plus ce bilan carbone que nous sommes en train de réaliser. Formidable. Bon, mais je pense que Thomas et Margot, c'est à vous. Bonjour. Donc, nous, on voulait aujourd'hui vous demander, on est à mi-chemin de votre parcours. Je vois que dans votre parcours, il y a eu finalement plus de péripéties pour certains, mais qu'est-ce que vous retenez de ce mi-parcours après l'exercice de la feuille de route qui était en cours de finalisation, donc il doit peut-être recommencer pour certains, mais qu'est-ce que cet exercice vous a appris aujourd'hui? Est-ce que ça vous permet d'y voir plus clair sur vos objectifs? Oui, ça nous a permis surtout de structurer notre PST parce qu'à OE, on est très dynamique. Surtout, on a une vie associative qui est très importante. Et donc, on a pas mal de projets qui se développent. Et donc, ça nous a permis de nous
de fixer nos objectifs un peu plus spécifiques sur certains projets. Donc, cette feuille de route nous aide malgré tout quand même à pouvoir tenir une ligne droite, et aussi on espère l'intégrer plus prochainement dans la prochaine opération de développement rural aussi. Chez nous, le service environnement, il existe depuis 2014. Et mon prédécesseur, pour qui on a fondé la fonction, m'a toujours expliqué les difficultés qu'il avait quand il a commencé. Il allait taper aux différentes portes et on disait oui, non, ça va, c'est bien, on a autre chose à faire. Dans un hôpital, il y a d'autres priorités. Et puis quand je suis arrivé, il m'a dit, tu vas voir, ça commence à changer. Ah, il y a eu les manifs climat, les jeunes sont entrés à la maison, ils ont commencé à faire bouger leurs parents. Et tu vas voir, ça va être plus simple, ça va être plus simple. Et la démarche autour du coaching développement durable, ça nous a permis d'aller frapper aux différentes portes. On avait un peu peur d'aller voir les différentes parties prenantes, de poser des questions, de faire des réunions. Et en fait, à chaque fois, on s'est rendu compte que les gens nous accueillaient à bras ouverts. On a entendu parler d'initiatives complètement insoupçonnées. On s'est rendu compte, alors les hôpitaux, c'est très très grand, hein. Rien que sur notre plus grand hôpital qui est celui de Jolimont, on a 52 services différents. Et bien, soudainement, vous voyez qu'en fait, le développement durable, il y a ce qu'on a fait officiellement, mais il y a tout ce que les gens ont fait officieusement, parfois un peu dans le dos de la direction, mais on découvre des choses qui sont très intéressantes, qui sont très porteuses. Et donc finalement, pour certaines choses, il y a vraiment qu'à se baisser et ramasser, en fait, d'une certaine manière. Alors, la deuxième question qu'on va vous poser, qui est encore un aspect un peu plus général, après on a une question un peu plus particulière pour vous deux, c'est après avoir lu vos feuilles de route, on se rend compte que l'exercice qui est de base fait sur base volontaire demande énormément de transparence. Comment est-ce que vous avez vécu cette transparence? Est-ce que vous avez profondément joué le jeu? Parce qu'on sait que c'est difficile de se dire ah, il y a tous ces indicateurs, on va vraiment aller dans le vif du sujet, ou alors on va avoir, parce qu'il y a la petite tête qui nous regarde au-dessus et on a envie d'avoir l'air positif et avoir un impact vraiment positif. Est-ce que vous avez senti cette urgence au final que même le calendrier vous impose? Est-ce que vous l'avez senti par rapport à cette transparence? Je vais dire aussi que le DG a participé activement, donc ça a été il a été très collaboratif. Donc, et aussi mon échevine aussi qui était présente. Donc, on n'a pas senti de frein par rapport à la construction de cette feuille de route, mais plutôt une vraie cohésion pour pouvoir arriver à des objectifs réalisables et réalistes en fait. Donc, au niveau de l'administration, on ne peut pas commencer à inventer des choses et ne pas les tenir. Donc, on a été vraiment sur des points où on savait qu'on maîtrisait et qu'on allait réaliser ces projets. Donc, voilà. Donc, en tout cas, dans ce qui résulte de la feuille de route, c'est vraiment ce qui reflète les OE même dans ces projets. Nous, on a un gros avantage dans les hôpitaux, c'est qu'on est des ASBL. Donc, on est financé essentiellement par de l'argent public. Donc, les gens qui travaillent dans les hôpitaux n'ont pas de compte à rendre à des actionnaires. On essaye de remplir au mieux notre mission de service public. Et donc, l'argent et les infrastructures qu'on gère ne nous appartiennent pas, n'appartiennent à personne, appartiennent à tout le monde. Et donc, on essaye d'être le plus diligent possible avec. Je veux dire, la plupart des gens habitent dans les régions où on est actif. On soigne des membres de nos familles, nos amis, etc. Et donc, on n'a aucun intérêt à mentir. On n'a vraiment eu aucun intérêt à mentir. Et je veux dire que parfois, on a amené certaines thématiques sur la table, certains points en se disant... Je vais prendre un exemple précis pour l'ODD numéro 5. On a à un moment donné parlé de la question des violences gynécologiques en disant, si on ne fait rien, c'est que potentiellement, ça peut exister. Donc, on va l'écrire. Bien sûr, c'est pas chouette de se dire ça existe, c'est pas marrant du tout. Mais on n'a aucune preuve que ça n'existe pas. Donc on va partir du principe que ça existe. On va l'écrire dans notre analyse que ça peut potentiellement exister. Et puis on ira se poser la question. Avec un peu de chance, ça n'existe pas. Ou peut-être qu'on trouvera un ou deux médecins qui posent problème. Et on réglera le problème à ce moment-là. Mais on n'a aucun intérêt à mentir. Et ça n'a jamais été, je veux dire, on avait une membre du conseil d'administration qui était là, ça n'a jamais été retoqué en disant surtout ne parlons pas de ça, surtout ne disons pas ça, n'écrivons pas ça. Ça n'a jamais eu lieu. On n'a jamais été censuré. Et juste pour rebondir par rapport à ça, vous avez senti qu'à un certain moment, vous avez dû faire quand même un petit rebond
parce que ok, il y a cet élément-là qui pose problème. Il y a des choses peut-être un peu plus larges comme par exemple l'utilisation énergétique, la réutilisation les médicaments à usage unique ou etc. Enfin, particulièrement pour vous, vous avez senti que ça c'était des points qui pouvaient potentiellement se dire, en fait, on est transparent par rapport à ça, mais nos objectifs n'arriveront pas. Enfin, ça va être très compliqué d'arriver à la réalisation de cet objectif-là. Oui, c'est certain que ça va être compliqué. C'est certain. On s'en doute bien. Il y a eu l'étude d'impact climatique du secteur de la santé français qui a sorti ce chiffre qui nous a tous choqués, qui est que la moitié de l'impact du secteur de la santé en France, c'est des médicaments. La moitié. À l'heure actuelle, la seule façon qu'ils ont eu de compter ça, c'est une valuation monétaire. Donc ils savent, c'est 1 000 € de médicaments, c'est une tonne de CO2 équivalent. Alors, bien sûr, on sait qu'on a cet impact-là. Qu'est-ce qu'on va savoir faire? Est-ce qu'on va savoir faire quelque chose dans l'absolu? Vraisemblablement pas. Mais c'est pas pour ça que c'est pas un problème et qu'on ne doit pas l'adresser. Alors on travaille différemment. On en parle au niveau de nos fédérations, on en parle avec nos services achats en disant commencez peut-être, essayons de réfléchir à comment est-ce qu'on peut donner 1 point en plus dans le marché public sur 100 pour la personne qui nous donnera l'analyse de cycle de vie de son médicament. Parce qu'on sait très bien que ça va finir à un moment donné, ce genre d'information va finir par percoler dans les législations, dans nos politiques d'achat, ce genre de choses. Et on va finir par à un moment donné dire oui, quand vous nous vendez une molécule, on veut la molécule qui émet le moins de gaz à effet de serre. À l'heure actuelle, ce n'est pas possible, mais c'est pour ça qu'on ne peut pas le mettre à l'agenda, qu'on ne peut pas commencer à faire un travail de fond. Et s'il faut 10 ans, ça prendra 10 ans, ce n'est pas grave. Merci pour l'honnêteté de la réponse. Du coup, maintenant plus pour vous, Ruth, par rapport à l'échelle d'une commune et donc du pouvoir décisionnel local, on sait que politiquement parlant, la Belgique est assez particulière à ce niveau-là, mais on a aussi des leviers d'action qui sont quand même assez costauds. Et par rapport aux élections qui arrivent bientôt, comment s'assurer de la durabilité dans le temps, de faire en sorte que vos plans, vos objectifs, tout ce que vous vous êtes fixé via cette feuille de route continue, peu importe les décideurs qui sont en place, peu importe les éléments, enfin les élus locaux, et peu importe aussi les personnes qui vont venir toquer à la porte en disant on est intéressé par votre projet, ou alors on est intéressé mais si vous faites ça, ça ne va pas aller. Comment assurer cette longévité ? Déjà, il faut se dire que la feuille de route a été validée par le conseil communal, donc il est fort probable que ça sera représenté à la nouvelle mandature. Donc, moi, je n'ai aucun pouvoir là-dessus, donc concrètement. Donc, maintenant, c'est vrai qu'il y a un PST qui est là, qui reflète ce qui a été validé dans la feuille de route. Maintenant, c'est au pouvoir décisionnel de voir qu'est-ce qui suit ou pas pour la nouvelle mandature. Donc, c'est en fonction de ça qu'on verra si on refera le coaching et déterminer de nouveaux objectifs pour la commune ou pas. Donc, mais vous sentez que c'est quand même faisable parce qu'on sait avec la diversité des communes aussi qu'il y a la diversité d'identité. Vous sentez que c'est quand même quelque chose qui est faisable, la continuité, la longévité? Ça pourrait être faisable, moi je pense, parce qu'il y a quand même des projets qui étaient sous l'ancienne mandature qui continuent et vers lesquels qui vont même être concrétisés bientôt. Donc je pense que c'est faisable que cette feuille de route puisse tracer encore son chemin longtemps. Merci. Merci à vous. Margot, encore une question? Oui, j'ai une question pour vous, Thibaut. À la lecture de votre feuille de route, les objectifs étaient vraiment extrêmement détaillés. On trouve que vous avez mis beaucoup d'indicateurs, que en fait, c'était des tâches et des sous-tâches, et c'était assez précis et complet. Et est-ce qu'aujourd'hui, il y a un défi dans la priorisation de ces objectifs qui vont aider à faire avancer la mise en place des ODD? Oui, alors on s'est facilité la vie quand on a fait la feuille de route, puisque comme elle ne pourra pas être validée, on s'est dit il y a une série de questions qu'on ne va pas devoir se poser. On ne va pas mettre d'horizon, on ne va pas trop mettre d'objectifs dans un premier temps, mais ce n'est pas pour ça qu'on ne le fera pas. En fait, on s'est dit ce n'est pas le moment, ce n'est pas l'instant de le faire, mais c'est effectivement une des grandes questions qu'on se pose dans la façon dont on va faire notre feuille de route, dont on va faire notre plan à l'avenir, dont on va impliquer nos équipes.
c'est comment est-ce qu'à un moment donné, on a finalement constitué plus pour nous une base de données, hein, des gros éléments. Il va falloir maintenant aussi que c'est un mariage, donc il faut aussi que l'ex-CHU Ambroise Paré puisse donner compléter, donner son apport et sa version par rapport à ce plan. Et puis effectivement, oui, il faut absolument qu'on priorise, il faut qu'on mette des échéances, il faut qu'on fasse coller ça aussi à notre agenda parce qu'on a des gros projets de développement. Entre autres, on va développer 5 nouveaux hôpitaux à l'horizon 2030. Ça veut dire qu'il y a des objectifs qu'on aimerait avoir atteints avant pour rentrer dans nos hôpitaux dans des bonnes situations. Et des objectifs, je pense à des questions de rénovation énergétique des bâtiments. Quand on va quitter un bâtiment dans 4 ou 5 ans, clairement, on préfère garder l'argent pour le mettre dans le projet plus tard. Mais effectivement, c'est le plan, là je vous rejoins tout à fait, est beaucoup trop détaillé en l'état. Mais de nouveau, à l'heure actuelle, en fait, on ne travaille pas du tout avec ce plan-là à proprement parler. On a notre plan pour 2023-2024 et on là-dedans, par contre, effectivement, on a des priorités très claires. Je ne vais pas me poser la question de savoir ce que mon conseiller d'administration, mon comité de direction attend de moi. Je peux vous faire la liste des projets de tête, vous dire où on en est. Il n'y a pas de souci avec ça. Okay. Merci pour votre réponse. Merci à tous les 4. Merci beaucoup. Pour notre deuxième table ronde, j'appelle Olivier Leclerc de Belub, François Degouy du Max au Grand Ornu, ainsi que Charlotte Saucé et Lucas Pochet de Corporate Regeneration. Prenez place. Alors, même petit exercice pour vous avant de commencer. Olivier, ce serait chouette que vous nous disiez en 2 mots ce que c'est en fait Belub, parce que tout le monde ne connaît pas forcément. Et alors, même question que les participants précédents, un petit peu savoir où vous en êtes dans vos démarches de développement durable. Okay, bonjour à tous et à tous. Donc Belub est une entreprise bien ancrée dans le secteur marchand. C'est une société que j'ai créée en 2016 avec Feu, mon associé. Et on est actif dans tout ce qui est domaine de la lubrification et du graissage industriel. Notre mission, c'est simple, c'est d'apporter des solutions de lubrification et de graissage qui sont techniquement, économiquement et durablement en ligne avec les besoins de nos clients. Donc techniquement, qui répondent aux normes prescrites par les différents fabricants de machines. Économiquement, on vit dans un monde où il y a de la concurrence, donc il faut que la valeur ajoutée qu'on crée soit perçue positivement par nos clients. Et durablement, c'est toute la problématique de l'accompagnement des clients, que ce soit dans l'utilisation des bons lubrifiants, puisque si vous voulez diminuer l'impact énergétique tout en préservant une activité économique, il y a des solutions qui existent aujourd'hui et le lubrifiant en est un. Vous roulez tous dans une voiture, vous n'avez jamais posé la question à votre garagiste quelle huile il met. S'il met une huile en viscosité 5,30 alors que votre fabricant autorise la 0,30, vous faites une économie minimum de 2% de carburant. Donc aujourd'hui, des solutions existent. La même chose en matière de biolubrifiants. Pas plus tard qu'hier, j'étais chez TRBA, une grande entreprise de la province du Hainaut, qui répond, je pense, à pas mal de marchés publics issus par la région wallonne. Et donc, le responsable de la maintenance m'expliquait, oui, les biolubrifiants, c'est bien, mais on sait qu'il va y avoir des impositions. De toute façon, elles ne sont pas contrôlées. Donc, on va choisir l'autre option. Parce qu'effectivement, les biolubrifiants de qualité ont une structure de coût plus importante. Et tant qu'il n'y a pas cette imposition légale qui va forcer les acteurs à avancer, ils préfèrent rester sur une solution minérale. Où on en est dans notre démarche, donc je pense que Stéphanie est là, donc coup de pub pour toi Stéphanie, merci. Donc on a répondu en 2022 à l'appel à projet, je pense que c'était la 2e vague des ODD de la région wallonne, et donc j'ai eu la chance avec mon équipe de pouvoir collaborer avec Smart to Circle et Stéphanie Fellen. On a complété notre feuille de route, la synthèse de notre feuille de route, 2 vecteurs, Belub bon élève et Belub acteur du changement. Belub bon élève, c'est tout ce qu'on peut faire au sein de l'entreprise de manière à avoir un impact minimal en termes d'impact sur la consommation d'énergie, les émissions de CO2, la qualité de l'environnement du travail, etc. Mais pour moi, ce qui est beaucoup plus important, c'est la capacité d'action qu'on a. On a une base client de 800 clients B2B. Et donc, si mes équipes commerciales ont cette capacité à amener sur la table la discussion quel lubrifiant est-ce que vous utilisez et pourquoi pas un lubrifiant de meilleure qualité qui va amener des réductions de consommation énergétique, là on a un impact sur 800 clients. De la même façon, on a
je dirais 6 fournisseurs principaux, dont une grande multinationale dont je tairai le nom. Mais avec eux, on peut aussi avoir des discussions sur comment optimiser la chaîne logistique, comment faire évoluer le packaging, comment passer à plus de vrac par rapport à des emballés. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on a défini notre feuille de route. Fatalement, c'est moi qui suis le directeur et l'actionnaire, donc on l'a validé en conseil d'administration et nous la mettons en œuvre. Je pense qu'on a un plan d'action qui court au moins jusque 2026 et qui couvre différents aspects. Je pense qu'on couvre principalement 5 thématiques au niveau des objectifs de développement durable. Voilà. Merci beaucoup. Alors François de Gouy pour le Max, vous en êtes où dans vos démarches? Bien, bonjour à tous. Donc, nous, on a publié notre feuille de route début de cette année, ensuite à l'accompagnement qu'on a reçu. Et ce qu'on a déjà mis en place, c'est ce qui est le plus facile à faire en interne, ce qu'on peut faire nous-mêmes sans l'aide d'un extérieur, d'une contrepartie d'une autre équipe, comme par exemple faire un cadastre de tous les produits nocifs qu'on utilise pour la régie des expositions ou pour le nettoyage des sols ou pour l'aménagement des abords du Grand Ornu. Donc ça, ce sont des choses assez faciles. Et puis parfois il y a un produit qui existe, parfois il n'y en a pas, mais en tout cas, on a fait ce premier travail. Et puis je dirais, on s'est un peu mis en marche quelque part par rapport à des objectifs qui sont un peu plus moyen terme. En fait, régulièrement, ça arrive dans l'équipe où on se dit il y a cette feuille de route où il y a nos objectifs de développement durable, ça va nous servir. Et donc je dirais que pour d'autres objectifs, on est plutôt en marche pour avancer. Parfait. Alors Charlotte et Lucas, c'est à vous. Merci. On avait déjà, nous, une première question qui était vraiment liée plutôt à la genèse de l'initiative, du fait que vous avez commencé et vous avez demandé de participer à ce coaching. On voulait savoir un peu, est-ce que ce coaching, est-ce que la genèse, en fait, c'était un long cheminement par rapport justement à la question climatique, toutes ces questions liées aux ODD. Est-ce que c'était en réaction peut-être à un événement ou est-ce qu'on était plus vraiment sur une base vraiment entrepreneuriale de compliance à certaines nécessités aujourd'hui gouvernementales d'être compliant, de voilà, certains clients peut-être qui poussent à ça. Voilà, on avait cette question de savoir d'où ça venait finalement ce premier pas. J'y vais. En fait, pour nous, il y a plusieurs aspects. Il y a d'abord un aspect qui est que, un petit peu comme l'hôpital de Jolimont, je ne sais plus où est monsieur, on est un musée, on est un service public, donc on appartient à tout le monde. Et on sent bien qu'aujourd'hui, le public, pour s'approprier le musée, il demande au musée d'avoir une certaine éthique. Et donc va se poser ces questions-là, forcément. Où est-ce qu'on en est au niveau que ce soit des performances environnementales, on va dire, de l'institution, mais pas seulement, vraiment de l'éthique qu'on peut avoir de manière large. Et donc ça, c'était cet accompagnement, ça nous permettait en fait de développer notre discours et notre réflexion, de positionner l'institution par rapport à cela. Puis ensuite, il y a peut-être un autre volet qui est... on est toujours en recherche de partenaires et de plus en plus ces partenaires vont eux aussi, donc ne sont pas là notre public, les visiteurs, vont se demander qui on est finalement. Alors des partenaires, ça peut être des sponsors par exemple qui vont eux définir leur politique de sponsoring en fonction de certains objectifs. Et donc ça permet aussi de mieux travailler notre communication aussi à ce niveau-là. Et puis aussi pour nous-mêmes qui sommes travailleurs d'un musée, on a envie de positionner aussi l'institution plus largement par rapport nous aussi à une éthique et à des développements environnementaux. De mon côté, donc c'est d'une part un cheminement personnel et d'autre part une volonté de différenciation. Donc au niveau du cheminement personnel, je vous ai dit que malheureusement le projet Bélub, on l'a construit avec Feu, mon associé, et donc quand il a disparu en mai 2019, ce qui n'était pas du tout prévu, j'ai cherché à m'entourer, et c'est à ce moment-là que j'ai constitué un véritable conseil d'administration. Et au sein de mon conseil d'administration, on a eu différents débats, dont un important, quel est le positionnement de Bélub, bien ancré
puisque les huiles, si vous ne le savez pas, ça sort de la colonne de distillation du pétrole ou du gaz, donc bien ancré dans le débat actuel. Comment peut-on positionner Belub? Et donc là, j'ai fait plutôt un cheminement individuel, et je dirais, j'ai participé à l'atelier. Là, je suis passé du statut amateur à avancer en deux, trois étapes. Et puis le deuxième axe, c'est très clairement une volonté de différenciation. On est, nous, dans le secteur marchand, en concurrence, soit avec des mastodontes, soit avec des structures comme les nôtres. Et je pense fondamentalement que notre projet, qui se base sur la capacité à amener une expertise dans l'entreprise pour conseiller les responsables de maintenance dans la bonne utilisation du lubrifiant et des graisses, que ça, c'est un positionnement différent des autres acteurs qui nous amène un plus et qui est susceptible effectivement non seulement d'avoir un impact sur la durabilité des différents business models, mais aussi nous différencier par rapport à la concurrence. Parfait. Alors, pour info, il reste 5 bonnes minutes. Comme ça, vous pouvez un petit peu calibrer vos questions. Charlotte. Ça va. Mais je vais directement passer à ma deuxième question et qui se pose plus sur quelle structure de gouvernance vous avez mis en place pour implémenter cette feuille de route. Donc, il y a toute une série d'actions que vous détaillez dans ce très chouette document. Mais qui est responsable pour mettre ces actions en place? Est-ce que vous avez une équipe? Où est-ce que ça se situe aussi dans la gouvernance? Est-ce que c'est au niveau du CA qu'on en discute? Ou est-ce que c'est une manager dédiée à la durabilité? Voilà un peu la structure de gouvernance que vous avez mis en place pour traiter ces sujets. J'aurais aimé avoir une manager. Donc la comptabilité, elle est au niveau de l'équipe. Très clairement, c'est moi dans mon rôle de CEO qui ai initié l'initiative, la démarche, pardon. Et donc avec mes équipes, comme dirait Robert Mailleux, je m'y engage. Et donc effectivement, c'est à moi et fatalement, c'est plus facile. Puisque c'est moi qui ai l'ensemble des actions, c'est plus facile pour moi de fixer les priorités et d'allouer les moyens nécessaires. Et donc, par contre, ce qui était très intéressant dans la démarche, et ça aussi c'est dans les facteurs de succès, c'est de pouvoir impliquer l'ensemble des forces vives de l'entreprise, mais aussi de construire des ponts avec les parties prenantes, qu'ils soient fournisseurs ou clients. Et ça, c'est quelque chose qu'on entretient, mais très clairement aussi ces sujets en lien avec les objectifs de développement durable, c'est quelque chose qui intéresse l'ensemble des collaborateurs, et on a une grande variété de collaborateurs, ouvriers, commerciaux, plutôt personnel administratif, plutôt profil technique, des hommes, des femmes, toute la catégorie d'âge. Et puis alors on essaye d'être inventif, et ça fait la deuxième fois que je vais chercher une étudiante au HEC pour venir justement apporter cette capacité de réflexion en les conviant à mener des mémoires projets sur des sujets qui nous intéressent. Et la dernière a commencé cette semaine-ci, et elle travaille justement sur la mise en place d'une filière de collecte et de valorisation des emballages usagés. Donc voilà. Mais c'est une bonne question en fait, parce que en fait la réalité c'est que pour nous dans l'idéal il faudrait mettre en place une équipe, une team ODD dans l'institution qui soit peut-être transversale, qui soit pas que un ou deux membres de la direction. Ce qui se passe, c'est que on a quand même pas mal de membres de l'équipe qui ont participé au coaching, mais maintenant ils sont tous sur d'autres dossiers, ils pensent à d'autres choses. Et donc moi je reste avec ma feuille de route, mais je vais parfois, au détour d'une conversation, leur dire « mais tu sais, ça on l'avait mis dans notre feuille de route ». Et je fais « ah bon ?» Et alors je vais « regarde, elle est sur notre site internet, oh, pas mal ». Et alors on voit qu'elle est là. Et donc voilà. Donc, il y a un travail comme ça de communication interne, de rappeler le travail qu'on a fait, les engagements qu'on a pris. Mais par contre, ce qu'on voit quand même, c'est que il y a quand même un petit peu comme chez vous, les collaborateurs dans l'équipe sont impliqués, sont intéressés, et il y a aussi des choses qui viennent en fait d'eux-mêmes, et ils se rappellent parfois, hein, je fais une caricature, mais en fait non, parfois il y a certaines choses qui leur reviennent, ou ils ont d'autres idées pour s'impliquer davantage. Merci. Est-ce qu'il y a encore une mini-question avec mini-réponse? Ça, c'est possible.
C'est un peu compliqué ici parce qu'on n'a pas l'opportunité de poser l'ensemble de nos questions, mais je crois que si on passe plutôt dans le volet assez personnel et plutôt du côté peut-être de l'émotion, d'avoir justement pu participer comme ça à quelque chose pour finalement aussi un bien commun, est-ce qu'il y a une émotion particulière qui vous vient par rapport justement à tout ce projet, hein, de la fierté, je ne sais pas, d'être content, ou bien du challenge, de la peur de peut-être pas y arriver? Ouais, il y a deux choses qui me viennent en tête. Je pense que c'est énergisant d'une part, et puis pouvoir faire face à la critique, parce qu'effectivement, en sortant d'ici, tout le monde pourra me dire que mon business est basé sur le pétrole et que ce n'est pas en ligne avec les objectifs de développement durable. Ce à quoi je répondrai qu'on ne va pas construire et faire la transition sur un désert économique. Et donc, il y a besoin des solutions existent et il y a besoin d'avoir des agents qui promeuvent ces solutions dès aujourd'hui. Mais moi, j'étais surpris, au-delà donc de la caricature que je faisais de mes collègues aujourd'hui, que tout le monde était très enthousiasmé en fait au lancement de ce projet. Et encore aujourd'hui, quand on en reparle, en fait, tout le monde est touché par ces questions-là de développement plus éthique ou de développement environnemental. Et donc voilà, ça favorise une certaine cohésion aussi dans les équipes. Eh ben, je trouvais que c'était une très belle dernière question. Merci à vous quatre, merci beaucoup. Merci. Et on vous propose à présent de poser un regard académique sur la transition avec Valérie Swan, je vous le disais, qui est professeure à la Louvain School of Management de l'UC Louvain. Et si tous les acteurs s'impliquaient, c'est ce qui a guidé votre regard, Valérie. Merci. Voilà, donc je suis l'obstacle entre vous et le slam, donc je vais essayer de faire au mieux. Donc bonjour à tous. Après cette longue journée où on a beaucoup entendu parler des ODD, beaucoup en positif, on m'a demandé de poser un petit regard critique sur les ODD, et puis j'essaierai quand même de finir sur une touche positive. Donc les objectifs de développement durable, toute la journée on a vu ces différents 17 stickers. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup de gens disent les connaître. Moi je suis curieuse de savoir qui est déjà allé en dessous du niveau des objectifs pour aller voir les cibles et pour aller voir les indicateurs qui se cachent là derrière. Et ça va être quelques points qu'on va aborder ensemble dans cette présentation. Alors les forces, elles ont été présentées par différents acteurs tout au long de la journée. Il est clair que ce qui est vraiment gagnant, Natacha nous le rappelait, c'est ce consensus international, cet accord multilatéral. Ça, c'est forcément quelque chose de précieux. Ça, pour moi, a servi vraiment à remettre le développement durable à l'agenda politique et à l'agenda aussi de toutes les questions de formation et de recherche. Bien sûr, c'est l'idée d'utiliser de nouveaux labels, de nouveaux langages. On est toujours intéressé et curieux de la nouveauté. Mais vraiment, je pense que ça a remis à l'agenda les questions de développement durable. Ça a permis à nos universités, à nos écoles primaires, secondaires, de se poser certaines questions sur les processus de formation et d'éducation. Ça a aussi conduit à de nouveaux sujets de recherche. Donc, je pense que tout ça est très positif. Le langage commun, ça a été cité à plusieurs reprises. Les ODD sont présentés comme universels. Aujourd'hui, on a focalisé sur la région wallonne, mais il est clair que ce qui est intéressant derrière les ODD, c'est aussi de voir ce qui se passe dans des pays développés, mais aussi dans les pays moins développés. Cette idée de voir quels sont les différents niveaux d'appropriation des ODD par différents types d'acteurs, qu'ils soient ONG, entreprises ou pouvoir public. Ils sont présentés comme intégrés, on l'a déjà dit aussi. Je trouve par contre que dans beaucoup des discussions qu'on a eues, on termine par les remettre en silo. Donc moi je pense qu'il faut se rappeler qu'il y a cette version intégrée, ce qui veut dire qu'il y a des interrelations qui heureusement parfois sont positives, mais qui parfois sont négatives. Donc si on focalise trop son attention sur certains ODD, on sait consciemment qu'on le fait au détriment d'autres. Donc il faut que d'autres acteurs prennent en charge ces autres ODD. Et ça, il me semble qu'on l'oublie parfois. Le dernier point, ils doivent être transformateurs. C'est quelque chose sur lequel je reviendrai. L'idée, c'est de dire on n'atteindra pas ces objectifs avec le business as usual. Là aussi, est-ce qu'on s'est vraiment questionné sur le business as usual aujourd'hui? Est-ce qu'on est allé assez loin dans l'ambition de revisiter nos modèles économiques et politiques? Visuellement, ils sont attractifs, donc clairement, ils vont contribuer à ce qu'un premier consultant dans la salle avait parlé de greenwashing ou SDG washing. C'est leur force, c'est aussi une potentielle faiblesse. C'est facile de les utiliser, de se revendiquer comme acteurs des ODD en utilisant le petit sticker, mais va-t-on assez loin parce qu'on a mis ce sticker ?
Alors pour essayer d'avoir un peu une idée plus claire de comment les organisations les prennent en compte, des points forts et des points faibles, je me raccroche à 2 baromètres que vous avez déjà sûrement lus, le baromètre 2020 et 2022 qu'on a réalisé en Belgique avec l'aide de nombreux acteurs, certains étant dans la salle, le SPOE, de Shift, et je peux citer plein d'autres acteurs, mais voilà pour aujourd'hui. Vous avez les liens pour aller les lire si vous ne les avez pas encore lus. Alors ce sont des enquêtes qu'on a menées avec l'Université d'Anvers et avec l'AMS. Ce sont des enquêtes avec tous les biais des enquêtes, donc j'entends déjà les critiques et je les partage. Un échantillon de personnes qui s'auto-sélectionnent pour répondre, donc beaucoup de biais dans cette enquête. Mais essayons de voir quand même des tendances qui se dégagent. En 2020, on réussit à avoir 961 réponses et franchement, j'étais fière des Wallons parce qu'on avait pratiquement la moitié qui étaient des organisations wallonnes, ce qui 2 ans avant étaient vraiment les organisations minoritaires. Donc ça, c'était chouette, il y avait vraiment un engouement. Donc on pouvait se dire, il y a quelque chose qui se met en place, des acteurs de différentes catégories. Bien sûr, on avait surtout interrogé des entreprises, mais aussi des organisations non gouvernementales, gouvernementales et des institutions dans l'éducation. On avait complété par des entretiens avec différents types d'organisations que vous retrouvez là. Vous pouvez aller parcourir les rapports pour voir un petit peu leurs commentaires. En 2022, on est déjà beaucoup plus déçus. On n'arrive plus, en mettant la même énergie, la même force, les mêmes acteurs, on n'a que 129 réponses. Alors là, on se questionne quand même, on se demande si les ODD sont toujours à la mode. Il y a une question qui a été posée ce matin par Cap Conseil là-dessus. Est-ce que vraiment ça continue à porter ses fruits? D'un autre côté, 2022, c'est post-Covid, c'est aussi post toute une série d'enquêtes en tout genre qui ont été demandées aux organisations sur la durabilité, peut-être un épuisement de répondre à des enquêtes. Donc il y a beaucoup d'autres choses que juste un désintérêt qui pourrait justifier cette baisse du nombre de réponses, mais on a toujours la moitié de Wallons, donc ça, c'est plutôt positif. Alors, qu'est-ce qu'on en retient ? Mais d'abord, comme je vous le disais, un degré de sensibilisation à la durabilité qui semble très fort. Donc ce matin, j'ai entendu des appels à la sensibilisation. Je pense qu'il faut toujours continuer à sensibiliser, mais en tous les cas, on peut se dire quand même que le niveau de sensibilisation atteint, il est assez élevé. Ce qui se passe, c'est qu'on a beau être sensibilisé, on peut regarder tous et toutes nos comportements, c'est pas pour autant qu'on passe à l'action. Donc la sensibilisation seule ne suffit pas. Autre chose, on nous dit 91% disent connaître les ODD. Je suis persuadée que dans ces 91%, une grosse majorité connaissent les 17 stickers, mais n'ont pas été vraiment dans profondeur comprendre ce qui se cachait derrière. Deuxième constat qu'on peut faire, la priorisation. Et c'est quelque chose qui a retenu notre attention dans plusieurs des discussions aujourd'hui, cet intérêt à trouver où on va mettre les priorités. Alors, d'un côté, on le comprend. D'ailleurs, un des interviews qui a été fait avec Michel Washer de Solvay nous disait on est obligé de gérer avec un nombre assez précis d'objectifs pour avoir de l'impact. Si on veut avoir de l'impact, on doit diriger nos efforts sur certaines priorités et pas sur 17 objectifs, 169 cibles, avec des tas d'indicateurs. D'un autre côté, c'est contraire à cette logique de l'agenda 2030 de dire qu'il faut arriver à atteindre tous ces objectifs collectivement. Donc, il n'y a pas de souci à avoir cette priorisation s'il y avait un organisme, un grand orchestre qui vérifiait que chacun, en ayant ses propres priorités, au global, tous ensemble, on atteignait les 17 objectifs. Mais jusqu'à ce jour, cette orchestration internationale multilatérale, elle n'existe pas vraiment puisqu'on est dans un agenda aussi avec une approche volontaire. Donc ça, c'est un autre point que l'on peut retenir. Les organisations adoptent une vision plutôt sélective. Alors, la sélection, comme je l'ai dit, ce n'est pas une mauvaise chose pour privilégier ses impacts. Là où ça me pose problème, c'est si on sélectionne justement des ODD sur lesquels on a quelque chose de très positif à dire. Et là, je rejoins la personne qui nous parlait de SDG washing ce matin. Si je vais choisir l'ODD sur lequel je vois que j'ai un impact positif et que j'en parle à tort et à travers, mais comment voulez-vous que la population vous fasse confiance? Parce que derrière, elle sait qu'il y a d'autres ODD sur lesquels vous avez un impact négatif. Donc j'aime beaucoup le message qui a été apporté, de dire il faut du positif, il faut donner envie. Oui, mais l'étape 1, c'est de réduire les impacts négatifs. Sinon, on n'est pas crédible en disant qu'on a un impact positif sur autre chose. Deuxième risque, c'est si on les sélectionne uniquement sur des critères économiques. C'est-à-dire de se dire, je vais prendre cet ODD-là parce que justement, ça va m'apporter quelque chose au niveau économique, ça va me permettre de me différencier. On l'a entendu aussi, de nouveau, je peux l'entendre, c'est un langage commun en entreprise. Mais si on privilégie toujours l'aspect économique, alors on n'arrivera pas à atteindre nos engagements en matière d'intégrité environnementale. Ça, on va y revenir aussi. Autre exemple.
Dans cette étude, on avait travaillé sur les indicateurs de performance, on a eu aujourd'hui des ateliers sur le sujet. En tout cas, en 2020, on constatait que peu d'organisations dans notre échantillon de 961 organisations mesuraient leur impact. Donc on a parlé beaucoup d'indicateurs, j'espère que depuis 2020, les choses ont fait leur chemin, mais effectivement, on avait 50% des organisations répondantes qui n'utilisaient aucun indicateur. Donc ça, c'est forcément pas un bon signe. Celles qui le faisaient en utilisaient quelques-uns, mais pas forcément ceux des ODD. Ça, on peut le comprendre, ils n'ont pas forcément été développés pour tous les types d'organisations qu'on avait dans notre échantillon, et seuls 7% nous déclaraient les utiliser tous. Donc, on constate que les analyses d'impact restaient encore l'exception. Et donc ça, aujourd'hui, je pense que c'est clair qu'il y a une démarche qui a été mise en place. Mesurer les impacts, c'est important pour pouvoir les contrôler et agir. En 2022, on avait aussi posé des questions sur les freins à l'implémentation, et les freins majoritaires qui ressortaient, c'était ce manque de formation. Donc il semblerait que les parties prenantes internes et externes n'auraient pas assez de compétences et de connaissances sur le développement durable pour agir. Eh bien, si c'est le cas, on se dit on va aller voir dans les rapports des grandes entreprises ce qu'elles nous disent en matière de formation qu'elles mettent en place pour leur personnel. Et là, on ne trouve pas grand-chose. Donc en fait, on se rend compte qu'on nous dit il y a une barrière, les gens ne connaissent pas assez, mais on ne développe pas en interne les formations pour permettre aux gens de connaître mieux. Et on peut prendre le constat dans nos universités, enfin, pour ma part, c'est seulement récemment qu'on a intégré des formations au développement durable pour les professeurs et le personnel. Donc je peux comprendre aussi qu'en entreprise, ça ne soit pas non plus la panacée. D'ailleurs, si je regarde comment ça se passe dans les entreprises d'après cet échantillon de 2022 qui est plus petit, on voit que seuls 7% des organisations ont intégré d'une manière ou d'une autre les objectifs de développement durable dans les systèmes de rémunération. Vous allez me dire pourquoi je parle des systèmes de rémunération, mais c'est parce qu'il y a quelque chose de très clair qui est montré dans beaucoup de littérature, c'est de dire que pour que les gens agissent, malgré tout, il faut qu'ils aient des incentives. Et donc, il faut transformer la façon dont ils sont évalués. Serge a parlé tout à l'heure, Serge de Cap Conseil, de l'importance de la culture de l'évaluation. Et derrière ça, un peu récompenser les meilleurs élèves de la classe, un peu la formule classique. Ce n'est pas vraiment ce qui se passe. Donc on voit là aussi qu'on n'a pas forcément transformé la façon dont les entreprises fixent leur objectif ou travaillent en pratique. Donc on a un problème là sur le potentiel transformateur des ODD qui est théoriquement présent, mais on ne l'observe pas encore vraiment dans les organisations, qui ont plutôt tendance à aller mettre des étiquettes sur des actions qu'elles menaient déjà, en se disant je vais pouvoir les mettre mieux en lumière, leur donner un peu de légitimité. D'ailleurs, si on en croit une étude de KPMG, dans les rapports de développement durable, là où on est censé avoir une approche balancée, équilibrée, transparente, et je continue comme ça, on voit qu'on n'a que 14% des rapports qui sont basés sur les ODD qui parlent de négatif. Quoi, ça voudrait dire qu'aujourd'hui, toutes nos organisations n'ont qu'une contribution positive par rapport aux ODD. Ce n'est pas crédible. Et ça, c'est du SDG washing. Et ça, on revient sur la question tout à l'heure du coach qui a parlé de la communication. C'est important de travailler sa communication, mais communiquer, c'est aussi dire ce qu'on ne fait pas bien et dire ce qu'on met en place pour s'améliorer. Alors, ça pose la question des ODD. Est-ce que finalement, ils nous insistent plus en organisation à parler qu'à agir? Et d'ailleurs, là-dessus, Simon Merth, qui est là-bas au-dessus, fait une étude dont j'avais promis de parler, qui montre que les entreprises sociales, qui sont celles qui, au départ, se sont quand même basées davantage sur les questions relatives aux ODD, sont celles qui utilisent le moins les ODD. En tout cas, elles n'estiment pas avoir besoin de se référer aux ODD dans leur structure. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous discuterez de ça avec Simon. Mais il y a cette idée peut-être que les ODD commencent à manquer de légitimité sur la vraie force de frappe plutôt que sur le discours. Alors, si je résume un petit peu tout ce que je viens de vous dire, donc en fait, pour moi, les faiblesses qu'on observe aujourd'hui dans l'interprétation, la mise en pratique des ODD, c'est d'abord le fait que c'est une approche volontaire. Et si c'est une approche volontaire, il n'y a aucune contrainte à s'évaluer, et en particulier à s'évaluer sur l'ensemble des objectifs, alors qu'on les présente comme intégrés. Et ça crée ce risque qu'on appelle de cherry picking, d'aller choisir les ODD sur lesquels je vais pouvoir me présenter pour me donner une bonne image. Et c'est d'autant plus problématique, comme je l'ai dit, si on choisit des ODD uniquement sur des critères plutôt économiques que vraiment là où on doit agir par rapport aux questions d'intégrité environnementale. Deuxième point, serait-ce un outil de légitimation de la moindre action, c'est-à-dire une façon de se donner bonne conscience, et Dieu sait qu'on a besoin de se donner bonne conscience, mais c'est loin d'être suffisant.
Donc il faudrait aller plus loin et ne pas juste se dire, voilà, je suis contente de ce que j'ai accompli. Oui, il faut célébrer, mais se dire que les marches à venir sont encore plus hautes et qu'il faudrait être encore plus challengeant et plus ambitieux. Alors un autre point que je mentionne là, les indicateurs absolus. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si vous regardez les indicateurs derrière les ODD, donc en fait théoriquement on nous dit qu'il n'y a pas de priorité entre les ODD. Mais si vous faites toute l'analyse des ODD, vous verrez qu'ils sont beaucoup plus nombreux sur des dimensions économiques que sur des dimensions environnementales. Alors on peut s'en étonner, mais pourtant c'est clair, c'est comme ça. Et donc il y a une espèce de priorité à cette notion de croissance, qui d'ailleurs apparaît dans le titre de l'ODD 8, la croissance. Or, toutes les observations aujourd'hui vous disent que le premier axe sur lequel on doit agir, c'est réduire. Ce n'est pas décarboner, ce n'est pas l'efficacité énergétique, ça on y pense après. Mais la première chose qu'on doit faire, c'est réduire. Réduire ses comportements de consommation, réduire ses comportements de production. Ça, c'est quelque chose que j'ai moins entendu aujourd'hui. C'est forcément moins populaire, ce n'est pas un discours très populiste, mais pourtant, il va bien falloir qu'on y réfléchisse. Comment faire mieux avec moins? Comment arriver à avoir un niveau de vie décent? Peut-être pas celui que l'on a dans tous nos pays, en référence pour tous les autres pays, tout en respectant les limites planétaires. Si je prends un autre exemple, donc si je veux venir à mes indicateurs absolus, si je regarde tous les indicateurs liés à l'environnement derrière les ODD, il n'y en a que 2 qui sont en termes absolus. En termes absolus, ça veut dire en termes vraiment des stocks de quantité de ressources, par exemple. Ces 2 indicateurs portent sur la quantité de matériaux consommés et produites. 2 indicateurs sur la totalité. Ce qui veut dire que tous les autres sont mis en proportion d'autres choses, en proportion notamment du PIB. Et donc, in fine, on peut avoir un indicateur qui va dans la bonne direction parce qu'il est en proportion du PIB, mais c'est juste parce que le PIB, lui, augmente, mais qu'on continue à augmenter le numérateur, qui est la consommation des ressources. Donc, on a un problème avec ce genre d'indicateur. Pareil, le SDG Index. Si on regarde le SDG Index, le dernier rapport 2023 nous montre que tous les pays qui sont en tête sont des pays très développés, la Suède, la Finlande. Si vous regardez l'impact écologique de ces pays, si on se dit que comme ils sont en haut du SDG Index, ce sont les meilleurs à suivre, si tout le monde fait comme eux, c'est fini parce que c'est 13 tonnes de CO2 par an par personne. Pour un pays comme la Finlande, c'est 5 fois trop d'utilisation de ressources matérielles pour la Suède. Donc ce ne sont pas des exemples à suivre et tout ça est lié à la quantité d'indicateurs qui portent sur d'autres éléments que vraiment des éléments clés qui me semblent être quand même ces questions d'intégrité environnementale. Donc, en conclusion, le potentiel transformateur des ODD me semble à ce jour encore trop limité. On fait du cosmétique, ce qui ne veut pas dire du greenwashing, mais on fait quand même du cosmétique. On ne se questionne pas suffisamment sur comment faire autrement. Pas juste faire ce que je fais et à la marge faire un peu mieux, mais vraiment faire autrement. C'est déjà ce que nous disait l'ex-secrétaire général des Nations Unies. Il disait que malgré tout, les entreprises restent un partenaire essentiel et que les entreprises doivent jouer leur rôle, doivent contribuer vraiment à travailler sur tout cela de manière transparente. Et l'entreprise, elle a plein de moyens d'avoir de l'action. Et derrière l'entreprise, je pense forcément ici d'abord aux entreprises privées avec toute leur masse d'impact en termes des talents qui vont travailler dans ces entreprises et aussi en termes de ressources financières. Mais j'entends aussi forcément les entreprises publiques, les pouvoirs publics, qui doivent réfléchir à comment innover leurs produits, leurs services. On en a parlé longuement aujourd'hui, comment collaborer de manière innovante avec les parties prenantes. Et donc mes 2 derniers messages, pour terminer sur une note quand même un peu plus positive, c'est qu'effectivement, chacun doit faire sa part. Et donc, il ne faut pas uniquement s'arrêter sur des changements individuels, volontaires, même s'ils ont un grand impact. Donc, ceci étant dit, je ne décourage pas les gens à avoir ces comportements individuels, mais il est clair que c'est dans le collectif qu'on va avoir le plus d'impact. Et c'est d'ailleurs ce que nous disait Rob Hopkins, en référence au titre qui avait été choisi ici dans son dernier ouvrage. Il nous dit, si on attend le bon vouloir des gouvernements, il sera trop tard. Si on agit en qualité d'individu, c'est trop peu. Si on agit en tant que communauté, il se pourrait que ce soit juste à temps, juste assez. Donc c'est vraiment le message de l'importance de la collaboration. Et si je vais un pas plus loin, il y a plusieurs petits graphiques qu'on a utilisés aujourd'hui qui mériteraient d'être, à mon avis, un peu retransformés. C'est-à-dire que souvent, quand on parle de l'approche des parties prenantes, on met l'organisation au centre et puis les parties prenantes autour. Donc en fait, l'organisation est toujours au centre et je vais me servir et je vais voir comment mes parties prenantes peuvent m'aider. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est quels sont les enjeux socio-environnementaux que vous voulez adresser. Je
Je prends ici l'exemple de Novo Nordisk qui dit vouloir lutter contre, travailler sur la détection précoce du diabète. Eh bien, on se dit, voilà, on veut travailler sur la question du diabète. Quels sont tous les acteurs pertinents autour de cette question? L'entreprise est bien sûr un de ces acteurs pertinents, à un niveau plus ou moins proche de l'enjeu social, environnemental du milieu. Alors, ce n'est qu'une représentation graphique, mais il faut se rendre compte de tous les messages implicites qu'on fait passer par ces représentations graphiques. Donc, il est important qu'on travaille aussi à ces façons de représenter les choses et de ne pas présenter l'organisation qui se sert de ces parties prenantes pour améliorer ses propres objectifs. Dernier point, je ne pouvais pas ne pas en parler en tant que représentante des universités, l'importance de la formation. Mais la formation, je n'entends pas ça uniquement tel que peut-être on a l'habitude de l'entendre à l'université. Je ne m'attends plus à former uniquement des têtes bien pleines, avec une bonne approche critique bien sûr. Je pense qu'il faut qu'on arrive aussi à révolutionner la façon dont les universités font passer leur message, à ne pas rester que sur des formations de contenu, des formations cognitives, mais venir comme les représentants de Corporate Regeneration nous ont dit, travailler avec les émotions. Quand vous donnez un cours sur la pollution environnementale pendant 15 heures à vos étudiants, je peux vous dire qu'à la sortie, ils ne sont pas très heureux. Donc, si vous n'avez pas là derrière quelque chose pour manager leurs émotions, eh bien, ça va créer de l'immobilisme, de l'éco-anxiété, beaucoup de colère peut-être, mais ce n'est pas suffisant pour mettre les gens en marche. Pour certains d'entre eux, ça les stoppe et ils se disent, alors carpe diem, amusons-nous tant que le monde existe. Et pour ce faire, je pense qu'on peut s'inspirer peut-être des Inner Development Goals et de toutes ces compétences qui ont été identifiées comme étant essentielles au développement durable. Et comme vous pouvez le voir, il y en a très peu qui sont finalement des compétences dites classiques qu'on enseigne à l'université. On parle de l'humilité, du courage, de la créativité, de l'esprit d'inclusion, de la mobilisation, de la vision à long terme, et j'en passe. L'idée de bien se connaître, savoir qui on est, quelles sont ses forces et faiblesses pour s'associer à des personnes qui sont différentes, gagner dans la diversité. Bien sûr, il y a l'axe pensée, mais aussi la relation aux autres et au monde. Et donc, l'importance de former aussi des cœurs, comme je l'ai dit, mais de former aussi des gens avec leurs mains et de ramener peut-être nos élèves, au lieu d'être comme ça dans un mode auditoire, de les faire travailler un peu la terre et de se rendre compte de quels sont vraiment les enjeux sur le terrain, me semble être fondamental. Voilà, donc pour conclure, je pense vraiment qu'il faut continuer à développer les connaissances sur le sujet, les compétences, le savoir-être, le savoir-faire. Important de consulter, dialoguer, je pense que tout le monde vous l'a dit aujourd'hui, mais dans une perspective qui n'est pas firmo-centrée, qui n'est pas centrée sur soi. Approfondir la compréhension des risques et mesurer, mais attention à mesurer des indicateurs pertinents, ça a été dit, et des indicateurs en termes absolus pour avoir un vrai impact. Agir, innover et transformer, ça me semble essentiel. Voilà, merci à tous. Merci à vous. Dernier rendez-vous de la journée, comme promis, je vais accueillir Paola Adorno qui fait aussi partie de Corporate Regeneration. C'est une jeune slameuse, elle a assisté à toute la journée et elle va nous offrir son regard sur tout ce qu'elle a pu observer. Merci beaucoup pour votre intervention. Je suis juste partie chercher un verre d'eau. Je ne sais pas où est-ce. Ici. Donc, oui, c'est bien vous. Je suis partie chercher un verre d'eau pour m'échauffer, parce que c'est parfait pour moi d'enchaîner là-dessus. Je vais juste rajouter une couche. Et donc, elle peut prendre une gorgée d'eau et un micro, bien sûr. Profitez-en, c'est en pénurie. J'ai cherché partout ici, ils m'ont dit « Ah, vous avez le choix entre la bière que vous n'avez pas le droit de boire ou l'eau non potable des toilettes. » Finalement, j'ai trouvé. J'arrive. Bon, d'abord, je prends un peu la température. Ça va, bouge? Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous avez chaud? Alors, comme c'est la journée internationale du cœur, je vous propose de recommencer l'exercice et de me balancer votre plus grand cri du cœur à la figure pour m'encourager. C'est parti.
Ah non, mais vous imaginez pas les frissons de fou que j'ai. Ça me remplit de joie de clôturer le colloque par un slam. Donc un grand merci pour l'invitation. Et je me suis en plus, pour me compliquer la chose, je me suis lancé un petit défi pour l'événement, c'est de faire du slam noting. C'est-à-dire qu'en arrivant ici, j'avais juste le titre et quelques idées dans la tête. Et j'ai commencé à rédiger mon texte au fur et à mesure de la journée, en m'imprégnant vraiment de tout le contenu des interventions. Donc un grand merci pour ça, de m'avoir inspiré. En vrai, ça m'a tellement inspiré que finalement, j'ai écrit 2 slams. Alors, il y a le slam de l'ombre et le slam de la lumière. Il y a le slam carotte et le slam bâton. Et slam, ça veut dire claque en anglais. Donc pour préciser, je suis bien là pour ça. Mais aussi pour parler un peu de moi, je suis aussi psychologue d'orientation régénérative. Après un premier travail à l'UCL, je me suis dit que j'allais me lancer de manière directement plus engagée. Donc ça fait maintenant 3 ans que j'aide les jeunes et les adultes à retrouver du sens et une qualité de vie active alignée aux enjeux d'un monde en transition. À côté de ça, je suis aussi donc membre active de Corporate Regeneration et c'est dans ce cadre-là que j'ai commencé à faire entendre ma voix sous le mode du slam. J'écris de la poésie depuis l'âge de 12 ans, mais ça fait que depuis 3 ans que voilà, j'expérimente cette joie d'être devant un public. Même si ça m'intimide vachement, j'ai beaucoup de plaisir à faire ça et je commence même peu à peu à me lancer professionnellement en ce sens et proposer mes services aux entreprises. Donc c'est juste un rêve énorme qui se réalise. Alors, en quoi la démarche artistique est-elle complémentaire et même vitale pour accélérer la transition ? Albert Camus disait que la critique du langage ne peut éluder ce fait que les paroles nous engagent et que nous devons leur être fidèles, car mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Parfois, le slam ne vaut-il pas mieux qu'un long discours ? Du coup, j'arrête de parler. C'est parti pour le slam de l'ombre, ça s'appelle biodégradable. Je jette un pavé dans la mare, parlons de développement durable. Les ODD sont peut-être has-been, mais c'est pratique. On peut sensibiliser de façon concrète et ludique. Ça passe comme une lettre au compost. Un langage commun, des repères. On a de quoi faire avancer avec nos feuilles de route, certification, label, colloque, réseau, réglementation, coaching, prix, financement, outils. Ouais, vivement la Wallonie, résiliente et robuste, en route vers une transition écologique et juste. Attendez, mais je me demande un truc. Est-ce qu'on n'irait pas un peu au-delà ? L'expression développement durable, désolé si je tique, mais il y a comme un hic, un hiatus entre promesses et pratiques. Développement durable, définition. Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Comment cet oxymore peut-il y répondre pour de vrai, avec un objectif comme la croissance économique ? Serment qui se mord la queue sans fin, marque de fabrique d'un modèle obsolète, intenable sur le plan scientifique. Croissance exponentielle, ça s'appelle une instabilité en physique. Le monde qui nous attend sera toujours plus incertain. On va devoir passer du business plan-plan à la robustesse, apprendre à jongler avec ça, à sortir de nos habitudes, zones et cocons de confort. Devant les statistiques, ne restons pas insensibles et statiques, comme des grenouilles dans la marmite, alors que ça se réchauffe climatiquement. Les graphiques des ODD disent qu'on va dans le bon sens, mais pas assez vite. Alors que d'un autre côté, le GIEC nous alerte que c'est plutôt l'inverse. On est face à une grande accélération des émissions. Un grand dépassement de toutes les limites. La santé de notre espèce va au plus mal, surtout la jeunesse. Nous allons droit vers un crash. C'est maintenant que ça se passe. Il faut qu'on se dépasse en dépassant ce système toxique si on ne veut pas y passer. Alors, pouvons-nous mieux faire et pas seulement aller plus vite? Parfois ralentir ou ne rien faire est nécessaire. Ça dépend aussi évidemment de quel développement on parle. On va devoir dépasser nos dualismes, notre logique binaire, croissance verte ou changement de paradigme. Ne jouons pas trop avec les mots pour se donner une bonne image. Ces mots nous engagent dans les plus intimes sphères de nos vies. Trop de dissonance cognitive, trop de SDG washing, trop de gap entre les paroles et les actes. Ce développement-là ne peut pas durer. La légèreté des institutions et des entreprises est insoutenable. Qu'est-ce qui vaut le plus? Protéger une forêt ou la raser pour construire un parking?
Tant que nous privilégierons la deuxième option par réflexe économique, c'est que nous n'avons pas compris que nous jouons avec la vie, la nôtre, celle de nos enfants, les générations futures, la nature, tout le commun des vivants. On l'a entendu ce matin, on ne gère bien que ce que l'on mesure. Mesurons-nous vraiment le sens de la gravité ? Au-delà des objectifs et des chiffres, notre modèle de société pour perdurer implique la mort de milliards d'êtres vivants quand même. Ça s'appelle un écocide. Nous sommes la nature que l'on défonce. Il est urgent de se défendre face à un système d'exploitation du vivant, de prendre soin les uns des autres et revenir à l'essentiel. Comment on va réparer tous ces cœurs et ces âmes brisées ? Avec des ingénieurs ? Des économistes ? On ne techno-solutionnera pas le problème. Le malaise est ontologique. Il est au plus profond de l'être. Ce n'est pas une question de faire, mais de ressentir, penser avec la terre. Il paraît que ça ne sert à rien, les philosophes, les psys, les artistes, enfin du coup j'ai pas de bol moi. Ceux qui ouvrent des espaces pour l'esprit critique et l'imagination, les questions pertinentes et impertinentes, pour prendre des décisions plus sages, ne pas foncer tête baissée et s'enfoncer toujours plus fort, plus haut, plus loin. Par-dessus tout, donner du sens et du sel à la vie. Injecter de l'amour dans les actions, car comment demander à des gens de protéger ce qu'ils n'ont pas appris à aimer ? Ce n'est pas des mots comme développement durable ou environnement qui vont nous y aider. Habiter la terre en poète, n'est-ce pas là la priorité et la clé ? Nous avons besoin de récits inspirants, à incarner, qui motivent et nous rappellent à chaque instant le pourquoi de ce qu'on fait. Merci. J'ai dit qu'il y avait une deuxième partie. Partie 2, c'est plus gentil. Ça s'appelle « Régénérons-nous ». Une Wallonie résiliente et robuste, vivement ça. Des acteurs publics et privés engagés. Un monde politique qui se bouge auprès des entreprises et citoyens. Une démocratie participative. L'énergie, l'économie régénérative au service du bien-être commun. Des territoires pleins de vie. La nature bat son plein. Une mobilité douce, des vélos, des bus, des trains. Partout les arbres poussent, dans les villes, sur les terrains. Les prairies sont fleuries. On y trouve des vers de terre, des coccinelles, des chenilles. Papillons de jour et de nuit, joyeux essaims d'abeilles, chants d'oiseaux au réveil. La biodiversité s'épanouit. Matinée inspirée, contemplative. En dégustant un thé fumant sur le balcon au soleil, le ciel est un bol d'oxygène où les hirondelles se glissent. Les enfants jouent en liberté, riant à gorge déployée, sous les yeux de passants attendris. L'école n'est pas une prison éducative, personne ne s'oppresse ici. Les gens se disent bonjour et marchent au ralenti. Les voisins s'entraident, osent se parler, au détour d'épiceries locales ou de Ripper Café. Odeur d'un pain sorti du four, abondance de légumes et de fruits sur les étals des marchés. Là-bas, au loin, les terrasses sont remplies. La jeunesse a le droit de rêver à son avenir. L'ambiance est festive. Demain le sera aussi. La dépression ou le burn-out n'existent pas. La solitude des aînés non plus. Les somnifères sont inutiles. La course à la performance n'a aucun sens. Le productivisme, la compétition ou le luxe n'intéressent personne. Pas d'addiction au numérique, la connexion humaine cartonne. Les produits et services alentours suffisent à mener une vie bonne. Chaque citoyen peut satisfaire ses besoins essentiels. L'État donne les moyens à quiconque a besoin de soutien. Il est interdit de finir à la rue et de mourir comme un chien. Tant de fois je rêve de cet autre monde, loin d'être parfait ou idéal. Mais sa beauté qui met les sens en éveil, à convaincre suffit. Parfois ce monde, je le vis dans mon cœur et les larmes me montent, d'un jour avoir vu, connu ça quelque part. Mélange de souvenirs et d'envie, bouffée de solastalgie. Parfois, je le vis pour de vrai. Je le réalise dans un coin discret en petit. Et c'est là que les gens me sous-estiment et me disent « Toi, tu rêves. T'as pas les pieds sur terre. Arrête tes conneries. Arrête ton utopie. Tu peux pas faire comme tout le monde. Dépêche-toi et gagne ta vie. » Alors je m'énerve intérieurement et je me tais.
Parfois, les gens me font éco-flipper. Je ne leur dis pas que je m'entête et que je ne lâcherai pas l'affaire. Ça prendra la douleur du temps qu'il faut. Mais cet autre monde, j'ai commencé à le créer, avec une communauté, des gens de tous les âges et origines, fous comme moi, mais pas assez fous pour se résigner et se contenter la mort dans l'âme, du manque de joie, de magie et d'audace, du business as usual. Les cœurs et corps liés à un système, le plus violent que l'argent puisse acheter. À votre santé mentale, à la santé commune. Merci. Bah voilà, Merci. c'est l'apéro. Je me suis dit, si elle reste là, c'est qu'elle veut encore dire un truc. Voilà. Dire que c'est l'apéro, quoi, hein, sur ce. Ouais, c'est un peu ça. Merci Paola. Merci à toutes et tous. J'espère que cette journée a été instructive et constructive pour chacun et chacune d'entre vous. Merci à l'équipe technique qui nous a accompagnés aujourd'hui. Merci aussi à Marie Bourgeois et Oriane Mazy qui ont organisé, orchestré, préparé, coordonné cette journée de main de maître. Et je pense qu'elle mérite un applaudissement. Et comme le disait Paola, c'est l'heure de prendre un petit verre tous ensemble. Donc voilà, c'est parti. Bonne fin de journée à tous et bon week-end.